Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique, la première de l'année 2022. À 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, nous allons nous demander quelles sont les attentes des Limousins pour ce scrutin. Émission spéciale avec mes collègues de la presse locale, c'est juste après le générique. Le 10 avril prochain, soit dans 3 mois, nous saurons qui sont les 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. À ce jour, 39 personnes se sont déclarées candidats ou candidates, même si tous n'obtiendront pas leurs 500 parrainages. Le président, lui, n'est toujours pas officiellement dans la course. Et pour parler de cette campagne électorale, des attentes des Limousins sur la santé, les transports ou l'environnement, je reçois ce matin mes collègues de la presse locale. Denis Surfis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Flash FM. Sébastien Péjou, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste pour le GRAL, le groupement des radios associatives libres, mais vous êtes aussi agriculteur. Olivier Chaperon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de rédaction au Populaire du Centre. Enfin, Fabrice Bidot, bonjour. Bonjour Anaïk, bonjour à tous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à France 3 Limousin. Je commence par vous souhaiter une très bonne année à tous. Et puis à vous aussi, chers téléspectateurs. Une année électorale, donc on va commencer cette émission par un état des lieux des forces en présence, avec d'abord, on peut le dire, une extrême droite qui se diversifie. Est-ce qu'on peut employer ce terme-là, d'après vous ? Diversifie, oui peut-être, mais bon, pour l'instant rien n'est joué encore, puisque la campagne n'a pas démarré, donc on ne sait pas qui va être candidat. Pour parler de M. Zemmour, on ne sait pas s'il aura ses parrainages, donc s'il va pouvoir se présenter. Pour l'instant, rien n'est parti. Quand on est à 3 mois, ça va être une campagne courte et assez difficile pour les candidats, puisqu'il va falloir convaincre, il va falloir aller chercher les indécis, ceux qui ne votent plus déjà depuis quelques années. Donc ça va être difficile. Moi, je dirais juste que la campagne n'a pas démarré pour le moment. Olivier Chaperon, l'irruption du phénomène Zemmour, c'est quand même une des surprises de cette campagne. Alors, est-ce que ça se diversifie ou est-ce que ça se divise ? Parce que c'est plutôt ça. Ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes créneaux, pas tout à fait sur les mêmes thèmes. Ils n'envisagent pas, a priori, de se réunir pour le moment. Donc, oui, c'est plutôt une division, à mon avis. Et ce n'est pas ce qui fera le jeu, forcément, de la droite et de l'extrême droite. Même si, pour le coup, ça replace Marine Le Pen au centre un peu de l'échiquier. Ça la droitise un peu et ça la dégage de cette position. Pour autant, effectivement, on peut encore bien malin qui peut dire si Éric Zemmour obtiendra ses 500 parrainages. Il a beau dire qu'il en faut 5 par département, il en faut 5 par département. Qui va aller poser sa signature, sachant qu'aujourd'hui, c'est donné quasiment en temps réel et que l'électeur et le citoyen, ils regardent ça. Et on le sent bien, la campagne est déjà tendue. Donc, quelles seront les réactions des électeurs et des citoyens quand ils verront que leur maire ou que leur conseiller départemental a signé ? Ça reste à voir. Fabrice Bidot ? Oui, ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, l'extrême droite impose ses thèmes. Ça, ce sont ces thèmes-là dont on parle aujourd'hui, l'immigration, l'insécurité, toute la problématique de la démigration au sens large. Et donc, même si on ne sait pas ce que ça donnera au plan électoral, néanmoins, dans le débat public aujourd'hui, c'est le thème. Il y a 2 thèmes qui s'imposent, la crise sanitaire et les thèmes de l'extrême droite. C'est déjà une victoire pour eux, finalement. Et ça, c'est déjà je dirais, la phase ultime de la lepénisation des esprits qu'on a évoquée en d'autres temps. Aujourd'hui, on y est. Ce sont les thèmes dominants. Et ça a d'ailleurs fortement impacté également la primaire des Républicains, on a vu Éric Ciotti être quasiment qualifié pour le 2e tour. Ça aurait pu être lui le candidat de la droite. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, les thèmes de l'extrême droite sont les thèmes dominants, forts du débat politique en France. Sébastien Péjou, vous le constatez, vous, sur le terrain, ça Oui, ça, on constate évidemment les thématiques, même si en Limousin et dans certaines zones rurales, les thématiques de l'extrême droite sont pas forcément prégnantes. Voilà, mais il n'empêche quand même qu'on va ressentir ces débats-là. Et par contre, sur la division, Marine Le Pen et son parti sont implantés un petit peu partout. Par exemple, en Corrèze, ils avaient des candidats aux dernières élections dans tous les cantons pour les élections départementales. Éric Zemmour, est-ce qu'il va avoir directement des soutiens ? Alors des soutiens au niveau des élus, des parrainages, mais aussi des gens qui vont faire campagne pour lui dans tous les départements. Je sais pas. Déjà que c'était compliqué pour le RN. On va passer à la droite avec Valérie Pécresse, la droite qui se rassemble, elle, donc après sa primaire, qui affiche son union. Aujourd'hui, elle doit se différencier d'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, c'est ça l'enjeu pour elle ? Oui, c'est clairement l'enjeu, parce qu'on sait bien que le niveau de qualification pour le 2e tour, il va être très bas. On était à 18-17% en 2017. On sera probablement au même niveau cette année. Donc ça veut dire que un candidat à 20, le deuxième à 18. On voit bien que Zemmour et Le Pen sont à peu près au même niveau dans les intentions de vote.
Donc clairement, l'enjeu, c'est aujourd'hui l'une des 2 places qualificatives pour le deuxième tour. Et de ce point de vue-là, Valérie Pécresse, aujourd'hui, a une certaine dynamique. Rien ne dit qu'elle ne sera pas en capacité. On peut avoir, par exemple, un deuxième tour Valérie Pécresse-Marine Le Pen. Rien ne peut empêcher de le penser aujourd'hui. Valérie Pécresse qui met en avant son ancrage corrézien dans sa campagne, Olivier Chaperon. Oui, elle joue un peu sur ce territoire-là. Elle a été réveillonnée sur ses terres en Haute-Corrèze. Bon, elle a fait une campagne à Ussel le jour du réveillon. Bon, elle joue sur le territoire local. Malgré tout, on sait quand même qu'elle est très implantée en Ile-de-France. Donc, il va falloir aussi... La carte chiracienne, un petit peu. Elle joue la carte chiracienne à fond, effectivement. C'est assez logique. Elle aurait le tort de s'en priver. Ça marche encore. Bon, pourquoi pas. Après, le résultat restera à voir, peut-être plus en Haute-Vienne et même en Creuse, parce que le bastion chiracien, il est quand même de plus en plus petit, hein. Après, on voit que cette semaine, il y a eu le vote pour le pass sanitaire à l'Assemblée. On voit qu'il y a des dissensions quand même dans les députés LR. Ils ne suivent pas tous la ligne de la candidate. Oui, mais l'avantage des Républicains, c'est qu'ils rassemblent. Ils arrivent à avoir les centristes avec eux. L'UDI va les rejoindre prochainement. Donc, ils arrivent à faire l'union. Et peut-être qu'avec cette union, ils vont réussir à avoir les 10% qu'ils espèrent pour au moins le premier tour. Sébastien Péjoux, d'après vous, elle fait une bonne campagne pour l'instant, Valérie Pécresse ? Valérie Pécresse fait un début de campagne qui semble pas trop mal. C'est vrai qu'elle joue la carte de la Corrèze. Ça va probablement séduire beaucoup d'électeurs corréziens. Est-ce que ça va séduire ceux des autres départements ? Ça, c'est pas sûr. Et sur le pass sanitaire et la division des Républicains, la députée LR de la Corrèze n'a pas pris part au vote. Bon, voilà, le président du conseil départemental de la Corrèze est plutôt contre. C'est vrai que oui, c'est très divisé rien que sur ce sujet-là. Et c'est peut-être aussi là-dessus que la République En Marche va miser pour décrédibiliser LR. Transition toute trouvée. On va passer donc maintenant à Emmanuel Macron qui, lui, attend son heure. Est-ce qu'il a raison d'attendre plus il attend Il n'attend pas, en fait. Il l'a déjà fait sans le dire. Pour personne qu'il est en campagne. Voilà, clairement, même sans avoir déclaré sa candidature, Emmanuel Macron est en campagne depuis des mois. Les interventions du 1er janvier, du 31 décembre, sa dernière intervention sur la crise sanitaire, clairement, c'est un président en campagne. Ça fait de doute pour personne. Oui, mais le fait de ne pas se déclarer, ça lui permet de conserver, comme chaque président sortant, ça lui permet quand même de conserver un bon pourcentage, chose qui va changer dès qu'il va se déclarer vraiment candidat. Donc pour lui, c'est un avantage, pour l'instant, de rester un petit peu en retrait. Et d'avoir du temps de parole aussi. D'avoir du temps de parole et puis de laisser un peu les autres s'étriper, puisqu'on voit bien que tout le monde y va de sa phrase assassine. Donc lui, il est en retrait, il garde son capital sympathie, entre guillemets, pour la suite des événements. On voit qu'il essaye. Là, il y a la fameuse polémique sur l'emmerdement. On voit qu'il se mouille, quoi. Oui, mais en même temps, il gouverne, je dirais. Il prend des décisions, alors elles plaisent pas, elles ne font pas l'unanimité. Il emploie peut-être des mots un peu forts dont on n'a pas l'habitude, mais en même temps, tout un chacun l'emploie régulièrement. Ce mot, c'est pas non plus exceptionnel à ce point. Alors certes, de la part d'un président de la République, ça choque. Bon, un président ne devrait pas dire ça. Ça, tout à fait. D'ailleurs, ça lui a pas porté chance non plus. Mais pour autant, oui, il gouverne, donc il a au moins cette action. Et les autres ne peuvent pas se targuer de ça. Donc, il est dans le mouvement. Bon, après, il a aussi un gros souci, ça va être l'économie, et puis ça va être le régalien, où il n'est pas forcément le plus à l'aise. Donc, pour ça aussi, Valérie Pécresse a compris qu'il fallait peut-être qu'elle revienne un peu sur cette thématique-là, et ça peut effectivement le gêner, et dans une campagne, ça peut le perturber un peu. Sébastien Péjoux, on dit qu'il n'a pas d'ancrage local, pas beaucoup, Emmanuel Macron, mais là, en l'occurrence, ça ne va pas trop lui manquer, quoi. Non, c'est vrai, oui. Pas trop d'ancrage local. C'est vrai que maintenant, il a pas mal d'élus au niveau des députés, puisque il suivra juste derrière les législatives. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y va pas trop tôt. C'est pour peut-être ménager ses équipes et faire en sorte que sur le terrain, il puisse garder une majorité au Parlement. Peut-être qu'il y a ce calcul-là aussi. Non, pas trop d'ancrage, c'est vrai, mais là-dessus, je pense que les gens votent pas pareil forcément à une présidentielle qu'à des législatives ou qu'à des municipales ou qu'à des régionales ou des départementales. Donc, on le voit même au niveau des abstentions. Sur les abstentions, elle est moins forte pour une élection présidentielle que pour une élection législative. Et pourtant, il y a des candidats du même parti. Bon. Ce qui manque surtout à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est son projet. Parce qu'on connaît son bilan, on sait ce qu'il a fait. Les autres candidats ont déjà dévoilé leur projet. Lui, on ne sait pas. Quel projet pour les 5 prochaines années ? C'est ça qui manque aujourd'hui dans le discours d'Emmanuel Macron. On termine le tour d'horizon par la gauche, plutôt les gauches, éparpillées, je ne sais pas si le mot est assez fort. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Nathalie Arthaud, sans compter la proposition de candidature de Christiane Taubira. Plus, ce serait trop.
Ça tient du puzzle. Hein. On pourrait repenser à Audiard, disperser façon puzzle. Là, on ne sait pas trop qui va sortir, qui va émerger. Je ne pense même pas que les écologistes puissent faire un score qui arrivera à 10%. Je ne suis pas certain. Est-ce que Taubira va réussir à unir tout le monde? Je n'y crois pas trop maintenant. Ça paraît déjà un peu tard. Mélenchon, peut-être, ça arrivera à émerger, peut-être à 12-13%, mais il n'emmènera pas pour autant tout son monde derrière. Donc, donc c'est très, très compliqué pour la gauche. On ne voit pas d'ailleurs qui pourra finalement empêcher un désastre annoncé. Denis Surfis, au niveau local, ça se retrouve aussi, en fait. Au niveau local, c'est ça. Malgré que c'est changé depuis la première secrétaire fédérale, Gülsen Yildirim, elle est beaucoup plus ouverte que ça n'était avant, mais ça n'arrive pas, ça ne marche pas. Le rassemblement, l'union, ça ne fonctionne pas en Haute-Vienne, ça ne fonctionne pas sur le plan national. La gauche est, on peut dire, que larguée, quoi. Et à mon avis, Anne Hidalgo va faire un très mauvais score à ses présidentielles. D'ailleurs, on n'entend plus du tout parler, elle a disparu du paysage médiatique. Et ce qui est frappant, c'est que ceux qui avaient 18 ans en 1981, qui ont voté François Mitterrand en 81, parce qu'il a eu un très très gros score chez les jeunes, pour qui vont-ils voter aujourd'hui qu'ils ont 60 ans? Ça, c'est une question centrale. Ces gens-là... Eh bien, pour qui, Fabrice, alors votre avis je crois qu'ils n'ont plus d'offres. Ils n'ont plus, en réalité, vraiment de candidats sur qui porter leur voix, sur qui continuer à marquer cet ancrage à gauche. Parce que malgré tout, il y a quand même encore un clivage entre la gauche et la droite. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est frappant. C'est 40 ans après 81, il n'y a plus, aujourd'hui, de candidats de gauche capables de se qualifier au deuxième tour en France. Ça, c'est quand même un vrai problème, et surtout en Haute-Vienne, où l'ancrage socialiste reste tout de même extrêmement fort et historique. Moi, je me demande bien pour qui ces gens-là vont voter. Sébastien Péjoux, la gauche... Il faudrait qu'ils arrivent à se parler, déjà, et puis à se mettre d'accord, mais ça semble complètement impossible, au niveau local comme au niveau national. Ça semble totalement impossible pour le moment, mais tant qu'ils ne se seront pas mis d'accord... j'ai bien peur qu'ils vont pas progresser. Et puis, c'est une des réussites, du coup, d'Emmanuel Macron d'avoir... Tactiquement d'avoir explosé les partis politiques. Et maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils vont pas voter en fonction du parti politique, plutôt en fonction d'une personne qui va leur parler. Alors, on va passer en revue maintenant les dossiers qui intéressent nos électeurs en Limousin. On va commencer par le désenclavement. Cette semaine a démarré la concertation du public autour du projet d'A147, l'autoroute concédée entre Limoges et Poitiers. Une concertation qui continue jusqu'au 20 mars. On a beaucoup entendu les opposants à ce projet dire que c'était le retour du barreau LGV. Denis Surfis. Oui, mais bon, les opposants, comme le dit si bien Pierre Massy, président de la CCI Limoges-Haute-Vienne. Qui est un promoteur de ce projet. Qui est justement le président de l'association A147 Grand Ouest. Et qui dit que c'est la seule solution au désenclavement. C'est la seule solution. Et puis, c'est vrai qu'il va y avoir des répercussions sur l'environnement, mais ça va être compensé. Et puis, il faut faire quelque chose. Ça fait, je ne sais pas si vous empruntez l'axe, mais c'est catastrophique. Oui. Ça fait 40-50 ans qu'on parle de cette mise à dos. Donc, avec le projet, il y a au moins un projet qui semble être fiable. Les financements sont apportés aux 2/3 par la concession. Donc, après, il reste 500 millions à trouver. Mais bon, sur 5 collectivités, sur 10 ans, c'est jouable. Et au moins, on peut voir un projet aboutir. Parce que là, jusqu'à présent, on a des aménagements. Mais bon, c'est ridicule. Il va y avoir 2-3 kilomètres à droite, à gauche d'aménager qui coûtent extrêmement cher, qui, au final, ne vont rien apporter sur l'itinéraire. Olivier Chaperon, vous y croyez à ce projet? Alors j'y crois d'autant plus que il y a encore ce côté politique où Jean-Baptiste Djebbari est encore ministre et devrait être ministre encore jusqu'au moment où il fera rendre les conclusions et la décision. Ça, je pense que Pierre Massy l'a bien compris, il va appuyer fort. Il y a aussi un autre paramètre, c'est que Bordeaux va construire sa LGV vers le sud et qu'Alain Rousset va avoir à un moment ou un autre besoin de donner des gages aux Limousins et d'apporter certainement des financements. Et on parle de 200 millions d'euros à l'échelle de toutes les collectivités territoriales, alors du Limousin et de la région. 200 millions d'euros, c'est pas grand-chose, à séparer en 4, alors en 5, parce que si on rajoute l'État qui prend l'autre moitié, c'est jouable. Enfin, si c'est juste une question de montant, ça ne paraît pas être insurmontable. Après, il peut y avoir d'autres propositions, peut-être au niveau de l'environnement, plus probablement. Au niveau de la région, en tout cas, la région s'en empare de ce dossier. Il y a un débat. Il y a un débat. Il n'a pas, il n'a pas toujours lieu sur tous les autres grands sujets d'infrastructure. Là, il y a un débat, il faut s'en saisir. Ça va durer quelques semaines. Moi, j'invite tous ceux qui ont une opinion, usagers, maires, chefs d'entreprise, tous ceux qui sont concernés par cet axe,
il faut donner son avis. Il y a un débat, c'est fait pour ça. Et ensuite, il sera temps de trancher. Aujourd'hui, il y a vraiment deux options. Une autoroute concédée en 10 ans, en gros. 2030, ouais, Voilà. Ou bien on continue à aménager petit bout par petit bout la RN 147 avec uniquement de l'argent public. Et on sait très bien que l'échéance est beaucoup plus lointaine. Voilà, il y a un vrai débat. Il faut choisir, il faut se prononcer. Sébastien Péjou. Moi, je pense qu'en Haute-Vienne, il faut toujours être très prudent avec les grands projets. Oui. Et puis, c'est pas parce qu'il y aura l'autoroute que l'autre route disparaîtra aussi. Donc, les gens seront pas. Si l'autoroute payante se fait, les gens seront pas obligés de la prendre et pourront continuer de circuler sur l'autre axe sans payer. Si c'est Ça, c'est la partie, important si aussi. c'est la partie qui inquiète. Oui, parce que là, 89, pour parler d'un autre axe plus au sud, tout le monde n'emprunte pas forcément. Hein. Ouais. Elle n'est pas énormément empruntée d'ailleurs sur la portion corrézienne. Donc voilà, et elle est payante. Donc ça obligera pas forcément les gens à l'emprunter, quoi. On parle de désenclavement. Un mot sur Railcoop, un autre projet structurant qui prévoit normalement donc une ligne Bordeaux-Lyon via Limoges et Guéret. Hein. C'est une coopérative. Finalement, on a l'impression que les gens prennent ils se débrouillent tout seuls quoi, pour désenclaver ici, en fait. Bah, ils sont obligés. Ouais, hein, c'est Ils ça. sont obligés parce que la SNCF, depuis de nombreuses années, a abandonné certaines lignes. Donc, il y a des coopératives qui se forment, comme Railcoop, avec des gens qui se disent, on va mettre des trains, ça ira pas vite, mais au moins, ça va desservir. Mais il y en aura. Voilà, mais au moins, il y en aura. Et il y a plein de petites gares, il y a plein de petites communes qui... actuellement, ne voient plus de train, qui vont revoir un train. Donc, ça va peut-être amener un petit peu de vie. Puis peut-être on parle beaucoup d'écologie, donc peut-être que les gens, au lieu de prendre la voiture, vont se remettre à prendre le train, tout simplement. Donc, à mon avis, c'est une bonne initiative qui est d'ailleurs suivie par de nombreuses collectivités. Hein. Oui, il y a un feu vert qui vient d'être autorisé il y a quelques jours, d'ailleurs. Olivier Chaperon, c'est une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Et puis, il faut que ça redevienne le train du quotidien. On le voit aujourd'hui, c'est très difficile d'aller d'un point A à un point B en utilisant le train. Même par les trains légers. On parle de trains légers, c'est l'avenir probablement, parce que les infrastructures ont besoin d'être moins lourdes. Je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. Et la Railcoop, oui, est soutenue par beaucoup de collectivités, mais c'est plutôt dans le sens de l'histoire, je pense. Et puis c'est le bénéfice de la concurrence, puisque la SNCF n'a plus le monopole, il y a de la concurrence, là où elle est faible. En l'occurrence, aujourd'hui, la SNCF n'offre pas de liaison Bordeaux-Lyon. Eh bien, la concurrence s'engouffre dans la brèche et offre une alternative. On verra si commercialement ça tient la route, ou plutôt le rail, et si les usagers s'y retrouveront. Après, voilà, c'est ça aussi la concurrence, c'est qu'on offre un produit, après c'est au public d'y adhérer ou pas. Sébastien Péjou. Oui, pareil, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le territoire et puis pour les zones un peu oubliées, un peu mal desservies, en Haute-Vienne, enfin surtout le Limousin, où on n'est pas forcément très très bien desservi, un peu oublié par le rail ces dernières années. Donc non, je pense que c'est une bonne chose pour nos territoires. Alors, le temps file vite. Hein. J'avais prévu plein de thèmes, mais on n'aura pas le temps de tous les traiter. On va parler d'agriculture quand même, hein, puisque le salon de l'agriculture approche. Nous sommes une région agricole. Le problème des agriculteurs, ce sont les revenus, évidemment. Hein. C'est difficile. Je me tourne vers vous, Sébastien Péjou, puisque vous connaissez bien ce milieu. Vous êtes un professionnel vous-même. Il y a eu une déception sur ce mandat au niveau des dossiers agricoles. On sait que la loi Egalim 1 a déçu. Egalim 2 va un peu plus loin. Egalim 2 va un petit peu plus loin. Après, tout dépend ce que vous faites comme production, tout dépend si vous êtes en bio, tout dépend dans quel secteur vous êtes. Il y a plein de choses là-dessus. Il y a aussi l'évolution du métier, l'évolution des mentalités. La génération de mes grands-parents où vous travaillez sur la ferme 365 jours par an et voilà, du matin jusqu'au soir, c'est fini. Les gens veulent aussi des vacances. Donc, avec les revenus, se rajoute aussi cette envie d'être comme tout le monde et d'avoir des temps de repos pour aller se promener. Mais qu'est-ce qu'il attend du futur président, le monde agricole, d'après vous ? Pouvoir vivre de son métier. Franchement, ça, je pense que c'est quand même fou de ne pas réussir à vivre de son métier. C'est le seul métier où vous vivez pas de ce que vous faites. Vous vivez grâce à des aides, grâce à des perfusions par-ci par-là, mais vous vivez pas grâce à votre métier. Enfin, psychologiquement, c'est terrible. Donc, vivre de son métier. Egalim 2 était un peu fait pour ça, pour faire un tunnel de prix, pour réussir à... Avec des contrats basés sur les coûts de production. Voilà. Dans la théorie, dans la pratique, bon courage pour le mettre en place aussi. Ouais. Les négociations sont dures. Les négociations vont être dures. Et puis, si vous êtes un agriculteur assez important dans une coopérative, vous allez pouvoir plus facilement négocier que si vous êtes un tout petit paysan dans un coin. Donc, la mise en place aussi d'Egalim 2 risque d'être compliquée. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas la faire, mais je dis que ça va être, comme beaucoup de sujets, difficile à mettre en place. Fabrice ? Le problème, c'est qu'il y a un triptyque producteur,
Distributeur, consommateur. Aujourd'hui, celui qui pèse le plus lourd dans le débat, c'est le distributeur, alors que ça devrait être le producteur et le consommateur. Ça, c'est un vrai problème politique aujourd'hui. On accorde trop d'importance aux distributeurs au détriment du producteur et du consommateur. Où il a trop de pouvoir. Voilà. Il a trop de pouvoir, il est peut-être trop entendu par les pouvoirs politiques, et c'est ça qu'il faut inverser. Mais ça nous concerne tous en tant qu'électeurs et consommateurs, de changer ce rapport de force, qui est effectivement beaucoup trop défavorable aux producteurs. On a tous envie de bien manger, hein. Denis Surfis ? C'est un problème qui vient déjà depuis plusieurs années, puisque c'est pas forcément dû au président de la République. Alors après, trouver une solution, on aura toujours la grande distribution qui est un point important. Donc faire plier la grande distribution, Bon courage. C'est pas évident. Et puis ça fait déjà des années qu'on essaye, mais bon courage. C'est pas gagné pour les prochaines années. Et c'est vrai que alors que les agriculteurs, c'est un beau métier, ils nous font manger tout simplement, et il n'y a aucun retour pour eux, quoi. Olivier Chaperon ? Moi, je note quand même qu'il y a une augmentation du circuit court. Alors certes, ça ne Oui. compense pas tout, mais je pense que ça peut aider un peu. Au-delà même du bio, qui a quand même été une tendance pendant quelques années, aujourd'hui ça tend à se freiner un peu. Et il y a eu une enquête il n'y a pas très longtemps qui montrait que évidemment les gens sont plus attachés encore au circuit court qu'au bio. Donc peut-être qu'il y a un peu de levier, mais ça compensera pas tout. Allez, il nous reste moins de 5 minutes. On va parler de santé, évidemment, puisque elle occupe tout l'espace quasiment depuis 2 ans. Il y a des fermetures de lits qui ont continué pendant la pandémie, des personnels qui sont à bout. On a vu une manifestation à Saint-Junien. On va en voir quelques images. La grève des sages-femmes. Les propositions des candidats aujourd'hui sur la santé, est-ce qu'elles sont là ou pas tout à fait encore ? Il y en a, mais Oui. C'est pas le thème principal, comme on disait tout à l'heure. C'est sûr que c'est pas le thème principal, mais tout le monde parle, bien sûr. C'est surtout avec la Covid, et on n'en sort pas beaucoup. Il y a le plan, le Ségur de la santé, avec de grosses sommes annoncées un petit peu partout. Bon, c'est vrai que c'est pas au cœur vraiment du débat, mais il y a les ouvertures, les fermetures de lits. Tout le monde s'écharpe sur qui en a ouvert, qui en a fermé. Bon. Mais la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et s'il y a bien un quoi qu'il en coûte qui devrait s'imposer, c'est bien celui de la santé. Le quoi qu'il en coûte de l'hôpital public aujourd'hui. Le problème, c'est j'ai le sentiment qu'on fait avec l'hôpital ce qu'on a fait avec d'autres grands services publics. On appauvrit le service public. Voilà. Et on fait en sorte que on le rentabilise, quoi. Oui, mais surtout que le patient se tourne vers le privé. Quand vous êtes dans une ambulance, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, quand vous êtes dans une ambulance et qu'on vous demande « On vous emmène où, monsieur, au CHU ou à la clinique Chénieux ?» Quand on entend dire qu'on est plus mal soigné au CHU qu'à la polyclinique de Limoges, on va dans la polyclinique. Et c'est comme ça qu'on tue le service public. Moi, j'ai le sentiment que le débat devrait porter sur cette question. Quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, une santé publique en France. D'un mot, Olivier Chaperon ? C'est tout le paradoxe, effectivement. On a une crise sanitaire inédite et on ferme encore des lits d'hôpitaux. Et en même temps, on injecte de l'argent frais, parce que c'est le cas, avec le Ségur de la santé, où on va rénover des bâtiments. Bon, c'est quoi la bonne équation ? Enfin, là, on s'y perd complètement. Denis ? Le problème, c'est qu'on n'a pas le personnel. Et même si on met de l'argent maintenant sur la table, il va falloir des mois, voire même des années pour les former. Donc même si on veut donner un grand coup maintenant, on n'aura des résultats que dans quelques années, mais pas maintenant. Il va falloir malheureusement être patient. Alors, le contexte sanitaire, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Il va peser sur ce scrutin. On peut craindre un record d'abstention à nouveau. Est-ce qu'il y a des choses à faire ? On voit un assouplissement des procurations à la marge, pour l'instant, qui est annoncé, mais à votre avis ? On voit déjà que les meetings n'auront pas lieu, puisque déjà financièrement, les partis n'ont pas forcément l'argent, et puis il faut respecter des jauges. Il va y avoir des réunions publiques, est-ce qu'elles vont se tenir ou pas ? Il y aura sûrement des visioconférences, comme ça les gens pourront regarder à distance, mais ça va être difficile de faire une campagne avec ce contexte. tout ce contexte. Ouais. Alors, il y a une différence entre faire campagne et aller voter. Moi, je pense que personne n'est empêché d'aller voter aujourd'hui. Oui. Je pense qu'on est capable d'installer des mesures sanitaires pour que les gens puissent aller voter. Ont-ils envie vraiment de On a vu au deuxième tour des municipales, c'était quand même... Alors c'était compliqué, mais Ouais. on n'avait pas la connaissance d'aujourd'hui. C'est On vrai. n'avait pas le recul, on n'avait pas de masque, on n'avait pas tout le temps de gel, on n'avait pas des protections plexiglas. Enfin voilà, on peut aujourd'hui, je pense, aller voter à peu près sereinement. On va faire ses courses, donc Oui. je vois pas bien la différence. Fabrice ? Ouais, en 2017, un Français sur 3 n'a pas voté. Un Français sur 3 n'a pas voté. C'est énorme. C'est énorme. Donc aujourd'hui, clairement, le contexte sanitaire et le reste du contexte Oui. général n'incitent pas à penser que les Français vont davantage voter. Je pense qu'un jour, il faudra en venir au vote obligatoire et électronique, ce qui serait la meilleure façon de donner la parole à tous les Français, à ne pas laisser de 12 millions de personnes
silencieuse. Le mot de la fin, Sébastien Péjot. Est-ce que cette campagne aussi, elle vole pas très haut, quoi? Je veux dire, les emmerdements, le Karcher, le doigt d'honneur, tout ça, c'est pas non plus très reluisant, quoi. Non, pour l'instant, ça vole pas très très haut. On a espoir que ça se décante. Il reste 3 mois. Donc on a le temps de les entendre sur des vrais sujets, sur des sujets de fond qui peuvent intéresser les Français et puis le public limousin. Vous êtes optimiste, vous? Oui, Toujours. toujours. Merci beaucoup d'avoir participé tous les 4 à cette émission, une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet na.france3.fr. Tout de suite, le Flash Info, puis vous retrouvez Francis Letellier à Paris. Il reçoit un des nombreux candidats à la présidentielle, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste. À partir de la semaine prochaine, c'est un dimanche en politique grande région qui sera mis à l'antenne en raison de l'aggravation de la crise sanitaire. En espérant vous retrouver le plus vite possible, je vous souhaite un très bon dimanche sur France 3.